48 heures de débat tendu à l'Assemblée autour du budget Lecornu. Si vous n'avez pas tout suivi, on vous résume les moments les plus marquants. Ce budget n'est pas austéritaire, il n'y a pas d'austérité dans ce budget, ce sont peut-être des éléments de langage, mais ce n'est pas la réalité de cet article liminaire. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 14% depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Vous alliez pouvoir attaquer les personnes qui touchent l'allocation adulte handicapé, vous en prendre aux retraités, vous en prendre aux travailleurs, demander 1 milliard d'euros d'économies sur l'hôpital alors que les soignants souffrent, demander à nouveau des économies sur tous les services publics. Et la folie de croire, alors que les plus riches de notre pays, les 500 fortunes, ont vu leur patrimoine doubler, alors que la France est championne d'Europe des millionnaires, alors que la France est championne d'Europe des versements de dividendes, vous alliez pouvoir dire aux plus riches qu'ils pouvaient diviser par 2 l'effort que nous allions leur demander entre le budget de 2025 et celui de 2026. Monsieur le Premier ministre, c'est cette folie qui va guider à l'instabilité dans le pays. Et seule une véritable politique de rupture permettra de la stabilité, de la sérénité, mais surtout de permettre enfin aux Français de souffler. Nous, au sein de la droite républicaine, nous regrettons finalement ce niveau de dépenses qui ne baisse pas ou qui ne baisse pas suffisamment, alors que malheureusement, les impôts continuent d'augmenter. Donc nous serons extrêmement vigilants à la fois pour baisser les impôts et les taxes, et pour réduire la dépense, pour faire enfin des économies et pour réduire enfin nos déficits et notre dette. Contrairement à ce qui a été affirmé tout à l'heure, s'il y a un déficit en France, s'il y a une dette qui se creuse, c'est bien parce que nous avons un problème de recettes et non un problème de dépenses. Oui, en pourcentage du PIB, parce que vous avez l'habitude de nous jeter des milliards au visage en nous expliquant qu'il n'y a pas d'austérité, que la dépense augmente. Mais lorsque l'on regarde la seule chose qui vaille, c'est-à-dire la proportion de la richesse produite, qui est mise dans nos services publics, qui est mise dans notre sécurité sociale, eh bien depuis 2017, le pourcentage a baissé. Oui, il y a donc bien des coupes budgétaires en cours. Et puisque vous hurlez toutes et tous, déversant des larmes de crocodile sur le fait que l'on paierait trop d'impôts, que la France serait le pays le plus imposé, eh bien, même cet article fait la démonstration que le taux de prélèvement obligatoire a baissé. Il a baissé d'au moins 1,3 point depuis 2017. Et si l'on prend l'ensemble des recettes, elles ont baissé de 3 points, c'est-à-dire 75 milliards d'euros qui manquent. Et je termine d'un mot en répondant à ce qu'a dit Madame la Ministre. Oui, il faut lutter contre la fraude fiscale, mais c'est pas en supprimant 32 000 postes à la DGFiP et en traitant mal les agents, à tel point qu'il y a eu 14 tentatives de suicide depuis le début de l'année parmi ces agents, que nous arriverons à réduire la fraude fiscale. Il y a un risque que ce budget finisse par être pris par voie d'ordonnance, c'est-à-dire sans vote et sans possibilité de le faire tomber par une motion de censure. Donc c'est une sorte de super 49.3. Alors il y a un risque d'ordonnance parce que ce budget a été délibérément posé avec retard. Le Rassemblement national fait preuve d'une hypocrisie à toute épreuve. Voyez-vous, ça ne sert à rien de venir pour faire des grands discours et dire que vous voulez éviter les ordonnances. En réalité, vous aviez un moyen de faire en sorte d'éviter les ordonnances. Ça s'appelait la motion de rejet préalable. Le vote avait lieu il y a 2 heures. Vous vouliez éviter de permettre au gouvernement de gagner du temps pour aller au bout du délai. Vous vouliez vous assurer d'éviter que toutes les monstruosités sociales qui sont dans le budget soient appliquées. Il fallait voter la motion de rejet préalable, ce que vous n'avez pas fait. La réalité, c'est que vous êtes complice de la Macronie et que vous venez ensuite nous faire des discours pour expliquer l'inverse. Comme vous n'avez pas voté les censures, comme vous avez empêché la destitution du président de la République. Et puis, on se pose tout de même une question. Si vous êtes si opposé que ça à ce budget, si vous êtes venu pour le combattre, pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Renaud, pourquoi vos rangs sont aussi clairsemés aujourd'hui? Où sont les députés du Rassemblement national? Qu'ont-ils de mieux à faire que d'éviter les taxations sur les malades aujourd'hui? La question se pose. Et je termine d'un mot. Puisque le Premier ministre est présent dans l'hémicycle à 7 heures, puisque le Premier ministre s'est engagé à ne pas utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, est-ce que le Premier ministre peut s'engager à ne pas recourir à l'article 47 et à faire passer ce budget odieux par ordonnance? Si tel n'est pas le cas, nous considérerons qu'ils feront tout pour le faire passer en force et qu'ils trouveront à chaque instant les insoumis sur leur passage. Dans notre pays, il y a 2 types de citoyens. Il y a les héritiers et il y a les autres. Les autres, c'est par exemple Lilian qui est apprenti, qui vit avec 756 € par mois
et qui, avec votre budget, va payer 188 € de taxes, comparé à Rodolphe Saadé qui avait une taxe CGM que vous avez supprimée. Les autres, c'est par exemple Zaya, qui est étudiante, qui vit avec 800 € par mois, et parce que vous avez gelé les APL, elle va perdre 30 € par mois, comparé à Vincent Bolloré, pour qui vous avez supprimé un tiers de CVAE. C'est tout de même assez sympathique. Les autres, c'est par exemple Juliette, qui est lycéenne, et qui, elle, va voir la mission enseignement scolaire baisser de 500 millions d'euros. Dommage, elle ne pourra pas s'acheter un professeur privé, contrairement au petit héritier Bernard Arnault, pour qui vous divisez par 2 la surtaxe sur les sociétés. Alors, je vous parle ici des jeunes, parce qu'on a trop peu l'occasion de parler des jeunes. Mais ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de classe sociale. Parce que vous menez une politique de classe, c'est-à-dire une oligarchie que vous gavez d'exonération d'impôts et un peuple que vous laissez galérer avec l'inflation. Dès lors, j'aimerais pointer du doigt le Rassemblement national, qui à longueur de journée passe son temps à se plaindre. Quoi, des taxes sur les apprentis? Les APL qui seraient gelées? Certainement pas. Mais alors par contre, dès lors qu'il s'agit de voter l'impôt sur la fortune ou la taxe Zuckman, le Rassemblement national a disparu. Dès lors, je maintiens, il y a 2 types de citoyens, les héritiers et les autres. Vous menez une politique de classe et le Rassemblement national, vous êtes bien dans ce combat. Donc nous voterons cet article 1er, mais avec la philosophie républicaine dans le cœur, celle qui dit qu'il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Bon, visiblement, ce soir, on va avoir l'occasion de dévoiler toutes les arnaques de ce budget. On est ici face à la Macronie qui va nous faire croire qu'elle va essayer de faire contribuer les plus riches. Mais ne vous détrompez pas. Elle a déjà essayé l'année dernière et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que tout cela est suffisamment bien organisé pour que les plus riches de notre pays n'aient rien à payer. Alors la contribution différentielle sur les hauts revenus, c'était votre argument l'année dernière pour vous nous dire « nous allons faire de la justice fiscale ». Patatras, tout s'est écroulé puisque le rendement en réalité est de 40% inférieur à ce que vous aviez promis. À peine 1,2 milliard. Dans ce budget, les plus riches peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Pourquoi ? Parce que vous allez les faire payer et contribuer moins cher que l'année précédente. L'année dernière, il y avait un effort somme toute mesuré de 10 milliards. Cette année, l'effort global porté par les plus riches tombe à 5 milliards. Ce budget est un énorme cadeau aux plus fortunés. Et pourtant, vous le savez, ils ont les moyens de payer. Les 500 familles les plus riches ont doublé leurs revenus. En part de la richesse produite, ils sont passés de 12% en 2010 à 42% en 2024. Par contre, puisque l'on parle de faire contribuer au juste niveau les plus aisés, j'ai quelques questions. Est-ce que la Macronie, est-ce que Madame la Ministre, a ce soir un groupe qui la soutient? Parce que c'est bizarrement un amendement de suppression macroniste qui vient là considérer que les plus riches paieraient encore trop, déposé par monsieur Kasbarian. La Macronie est en train d'imploser. Elle n'est même pas capable de défendre ensemble un article de son budget. Madame la ministre, ma question là vous est adressée plus directement. Quand même un certain nombre de questions après un an d'existence qui se posent sur le fonctionnement de cette contribution. Nous avons vu que les rendements avaient été moins importants qu'espérés. Il y a eu une étude de l'Institut des politiques publiques au mois de juin qui a notamment confirmé cela. Donc est-ce que le gouvernement est aussi en moyen de dire très officiellement aujourd'hui sur la manière d'améliorer le rendement de cette contribution, parce qu'il y a volonté quand même qu'elle rapporte un certain nombre de milliards au budget de l'État? Nous voulons simplifier la fiscalité en supprimant cette taxe exceptionnelle et donc envoyer un signal favorable à l'attractivité et l'investissement. Vous dire que pour un principe de stabilité fiscale, le gouvernement s'oppose à toute modification du calcul de cette contribution différentielle. Les auteurs de l'amendement, visiblement, s'imaginaient en loup de Wall Street. On a affaire au caniche de l'oligarchie si on regarde bien le fond du texte. Car voici que des députés d'extrême droite et puis un carteron de macronistes en accompagnement, en bagage, veulent supprimer une contribution dite différentielle sur les hauts revenus. Contribution qui, apparemment, devrait être exceptionnelle si on vous écoute. Mais enfin, tout le monde doit bien comprendre en dehors. On parle de la garantie que 0,06% des foyers, une infime partie de la population la plus riche, paye au moins 20% d'impôt sur le revenu. Enfin, on est en train de discuter de savoir si vraiment les très riches doivent payer moitié moins que les classes moyennes. C'est quand même ça votre débat ce soir. Il est, excusez-moi, totalement lunaire. Et donc, on voit que les auteurs de l'amendement, apparemment, ne dorment pas la nuit à l'idée qu'on fasse payer des impôts aux gens qui touchent 15 SMIC par mois. C'est ceux-là et c'est celle-là dont on parle maintenant. C'est vrai que la situation est épouvantable, j'imagine. Ils vont devoir manger le caviar au lieu de nager dedans, c'est absolument terrible. Bon, si on lit les arguments des amendements, qu'est-ce qu'on voit ? D'abord,
l'impôt ne serait pas lisible. Alors nous, notre souci, c'est la misère qui dévore le pays. Vous, c'est un quart d'heure de boulot pour avocat fiscaliste. Effectivement, on n'a pas les mêmes priorités et les mêmes empêchements de trouver le sommeil. Deuxièmement, ça devrait être exceptionnel. Il y a des classes qui ferment tous les jours dans le pays, des lits d'hôpitaux qui sont supprimés, il y a 10 millions de personnes au seuil de pauvreté, mais vous voulez qu'on fasse des chèques à 0,06% de la population. Pardon, mais c'est intolérable, inacceptable, et il faut le relire au moins 5 ou 6 fois pour le comprendre. Quant à la perte financière qui en résulte, là, il y a une divergence. Les uns veulent supprimer des pompiers, les autres des infirmières, les autres des policiers. Bon, c'est formidable, hein, c'est un super débat qui ne m'intéresse absolument pas. Vos amendements disent la même chose. L'argent qui sera rendu, les milliards qui seront rendus à cette oligarchie seront pris sur le service public. C'est donc une raison supplémentaire de refuser vos amendements. Lorsque vous divisez par 2 la contribution dans ce budget des plus riches et des entreprises faisant passer à 10,5 à 4,2, c'est des vies que vous abîmez. Parce que derrière, et les deux choses sont liées, c'est l'année blanche, c'est les coupes budgétaires sur les malades, sur les plus précaires. Et nous serons au combat sur ce budget au nom de toutes ces vies que vous allez abîmer avec ce budget. En instaurant la CDHR, vous admettez en fait que les plus riches ont bien un rôle dans le rétablissement de nos comptes publics, vous admettez bien qu'ils ont un rôle dans la solidarité nationale. Mais alors pourquoi arrêter tant que vos objectifs ne sont pas atteints par cet amendement? On vous propose simplement d'être cohérent avec vous-même et de maintenir la CDHR jusqu'à temps que le déficit ne soit pas en dessous de 3%. Et disons que nous ne prenons pas trop de risques. Nous savons que le chiffre des 3% est un totem absurde dont même les créateurs admettent l'absurdité. Néanmoins, c'est un chiffre que nous n'avons pas respecté depuis 2007 et que, surtout, vu la gabegie budgétaire que vous organisez depuis l'arrivée de Macron au pouvoir avec ses cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises, nous n'avons aucune chance d'y arriver tant que vous êtes au pouvoir. Et si c'est nous qui y sommes, disons que la CEHR perdra son E et se pérennisera. L'année dernière, la pérennisation de cette contribution avait été adoptée ici même à la majorité dans l'Assemblée nationale et le 49.3 l'avait balayé d'une main. Donc, pour éclairer un peu nos débats, ça serait intéressant de revenir sur cette violence qu'avait représenté le 49.3 et d'adopter aujourd'hui la pérennité de cette contribution. Il y avait plusieurs aussi questions sur ce que va rapporter cette contribution, parce que c'est pas très clair. Souvent, avec vous, vous annoncez des chiffres assez hauts, pas suffisamment hauts pour nous, mais en tout cas pour rassurer les gens dans le débat. Et quand on prend, par exemple, des contributions, notamment celles sur les rentes des énergéticiens, qui devaient rapporter, je le rappelle, quand même 12 milliards d'euros, le résultat était moins d'1 milliard d'euros. La taxe sur les super-profits, ça devait être 200 millions. Finalement, c'est 70 millions. Donc, quel est le chiffrage réel de cette contribution? On aimerait bien le savoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un débat qui va être le fil rouge de ce PLF. C'est que les inégalités, sous votre mandat, les 2 mandats de Macron, n'ont fait que s'aggraver, et notamment ces dernières années. Et ça, c'est important de l'avoir en tête et de le rappeler, parce que vous allez, encore une fois, être du côté de la défense des ultra-riches avec vos alliés du Rassemblement national sur cette question. Pourtant, de l'argent, il va falloir aller en chercher, parce que, je le redis, nous le redisons, nous avons un problème de recettes. Et de augmenter et de pérenniser cette contribution permettrait d'apporter des solutions sur les recettes. Je voudrais quand même ajouter, et ça a été dit par d'autres collègues, mais c'est important dans les débats parce que quand vous en prenez aux classes populaires et aux classes moyennes, quand vous faites la réforme de l'assurance chômage, c'est jamais temporaire, c'est jamais ciblé finement sur les gens, c'est toujours avec brutalité et toujours de manière définitive. Par contre, quand on parle des grandes fortunes, là, il faudrait être doux, délicat, faire attention, ciblé, temporaire. C'est insupportable. Vous en prenez toujours aux mêmes et vous épargnez toujours les mêmes. Vous nous expliquez depuis le début de ce budget qu'il y a effectivement une espèce de classe d'hyper, ultra, méga riches qui ne payent que 2% d'impôts. Écoutez, c'est faux. En fait, si on regarde les prélèvements globaux sur ces salaires-là, ils sont bien au-delà de toutes les autres classes de contribuables français et donc ils sont déjà très fiscalisés. Au moment du macronisme triomphant et naissant, où on nous disait « libérons les énergies », avant la suppression de l'ISF, avant l'imposition d'un flat tax qui est le bouclier social du capital. Et du coup, le bilan, on le connaît. Multiplication par 2 des dividendes du CAC 40, le fait que l'État manque de 60 milliards de recettes par an et que le patrimoine des ultra-riches a doublé. Alors, à partir de là, moi, je vous propose qu'on fasse un bilan, non pas sur 20 ans, mais sur 8 ans.
Alors, est-ce que tout ça a créé des salaires? Non, ça les a diminués. Est-ce que tout ça a créé des emplois? Non, le chômage est en train de remonter. Est-ce que tout ça a créé de l'investissement? Non, l'investissement privé est en berne. Est-ce que tout ça a créé des entreprises? Si on exclut les auto-entrepreneurs, elles ont baissé. Est-ce que tout ça a créé des pauvres? Oui, la pauvreté a explosé. Est-ce que tout ça a dopé la consommation intérieure? Elle recule. Donc oui, faisons le bilan. En fait, ce que vous proposez, c'est que vous avez mis en place une politique qui échoue et vous nous dites ce n'est pas assez, il faut le continuer. Alors je vais vous dire quel est le terme de tout ça. C'est la politique de M. Milei. Et M. Milei, il est en train de tomber dans une catastrophe à tout niveau. Mais si, c'est ça l'objectif. Toujours plus. Voilà, il n'y a pas... Monsieur Midi, il n'y a pas demi-mesure. Vous continuez plus loin, une politique qui échoue. Donc il serait peut-être temps d'essayer autre chose. Pour 279 contre 25, l'Assemblée nationale a adopté. La question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi Madame Le Pen, qui a été élue députée et qui est censée siéger à l'Assemblée nationale, n'est pas aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale pour faire son travail. Vous savez... Juste avant l'interruption de la séance à 13h, nous étions en train de discuter de l'impôt sur le revenu. Et dans le budget tel qu'il est proposé par Monsieur Lecornu, il y a l'idée que l'ensemble des Françaises et des Français vont devoir payer davantage d'impôts sur le revenu. Que des personnes qui jusque-là ne payaient pas d'impôts sur le revenu devraient en payer demain si le budget de Monsieur Lecornu était adopté. Et ben moi je considère que mon travail, le travail des vrais opposants, c'est d'être dans l'Assemblée nationale pour combattre ce budget, pour empêcher par exemple cette mesure d'être mise en place. Mais Madame Le Pen n'est pas là, la moitié des députés du Rassemblement national ne sont pas là. Alors peut-être que Madame Le Pen préfère aller faire des selfies, mais moi, pardon, je préfère faire mon travail de parlementaire et combattre ce budget. Les emplois fictifs, ça suffit. Ça, c'est surtout une victoire que nous avons effectivement remportée, puisque cette contribution différentielle, telle qu'elle était proposée dans le budget de Monsieur Lecornu, devait être mise en place pour 1 an. Elle vise à dire que les plus riches doivent payer au moins 20% d'impôts sur le revenu, quand vous savez que des classes moyennes et un certain nombre de personnes dans notre pays payent davantage que ce taux-là. Mais ça, c'est parce que nous avons proposé cet amendement. Mais ça ne change rien aux grands équilibres du budget de Monsieur Lecornu, dans lequel les efforts qui sont demandés aux plus riches ont été divisés par 2 par rapport à l'année dernière. Donc vous voyez bien que le budget, il repose aujourd'hui essentiellement sur les Françaises et les Français qui souffrent, sur les personnes qui vont devoir payer davantage d'impôts sur le revenu, pour les retraités qui vont voir leur pension de retraite baisser, sur les malades de longue durée qui vont voir leur indemnisation diminuer. Et donc évidemment, c'est un budget inacceptable. Et donc le rôle des députés pour défendre le peuple, c'est de se battre contre ce budget, pas d'aller faire des petits tours pour aller prendre des photos. Je suis pleinement d'accord avec ce qu'a dit Gabriel Zucman et je veux vous dire que la version allégée ou la taxe Zucman Light, comme j'en entends parler, ça n'existe pas. Ce n'est plus une taxe Zucman. On parle de dispositif, alors que la taxe Zucman pourrait rapporter 15 à 20 milliards d'euros au budget de l'État. On parle de dispositifs qui pourraient peut-être en rapporter 1 à 2 milliards. Donc en fait, le Parti socialiste, après avoir abandonné l'abrogation de la réforme des retraites pour sauver Monsieur Lecornu la semaine dernière, s'apprête désormais à abandonner la taxe Zucman pour sauver encore Monsieur Lecornu cette semaine. Moi, pardon, mais je reste fidèle aux engagements que j'ai pris devant les électrices et les électeurs, et donc je me bats pour la taxe Zucman et pas pour ce qui est en fait un enfumage pour permettre au gouvernement de rester en place et à ce mauvais budget de pouvoir passer. Comme je vous l'ai déjà dit, ce mauvais budget il doit être battu et c'est l'objectif que nous nous fixons, nous les Insoumis, en faisant notre travail et en étant le groupe le plus représenté ici aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Moi, vous savez, franchement, je sais que vous aimez bien nous poser des questions sur le Parti socialiste, mais en fait, c'est pas tout à fait mon sujet. Moi, mon sujet, c'est de savoir si ce budget va se traduire par une catastrophe économique pour le pays et par une catastrophe sociale pour des millions de Français qui tirent déjà la langue et qui vont se retrouver encore plus en difficulté. Voilà, moi, mon sujet, c'est celui-là. Et si nous nous battons comme nous le faisons à l'Assemblée nationale ces dernières heures, c'est pour empêcher ça. Après, si le Parti socialiste a envie de laisser passer ça en se mettant d'accord avec Monsieur Lecornu, je vous le dis sincèrement, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je fais mon travail pour défendre les électrices et les électeurs, pour défendre le peuple et pour faire en sorte que les efforts nécessaires aujourd'hui reposent sur ceux qui n'en font jamais, c'est-à-dire les ultra-riches, les grandes entreprises qui s'en sont mis plein les poches depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017. Et maintenant, on vient nous dire, après les avoir gavés d'argent, que non, c'est au peuple de payer la facture. Ben non, je suis pas d'accord avec ça. Pour le reste, si vous avez des questions sur le Parti socialiste, sur sa sincérité, sur est-ce qu'il va censurer demain après pas avoir censuré hier, franchement, posez-leur la question à eux. Vous savez, moi, depuis que j'ai été élu à l'Assemblée nationale,
À chaque fois, à chaque début d'examen budgétaire, j'entends un ministre macroniste me dire qu'enfin ils vont faire des compromis. Voilà. Sauf que la vérité, c'est qu'ils n'en font jamais. Et que le budget qu'ils proposent, il s'inscrit dans la même logique que le budget qui a été proposé l'année dernière. Et déjà l'année dernière, nous leur avons dit, si vous faites passer ce budget, les gens vont souffrir, le pouvoir d'achat va baisser et l'activité économique du pays va en ressentir, va en payer le prix. Le budget de l'année dernière a divisé la croissance du pays par 2. Et plutôt que de changer d'avis, le gouvernement macroniste essaye de faire la même chose. Et d'ailleurs, l'Observatoire français des conjectures économiques vous dit si le budget Lecornu est adopté, la croissance du pays l'année prochaine va être divisée par 2. Donc à un moment, si vous voulez, ça s'appelle pas faire des compromis, faire toujours la même chose alors que ça nous amène dans une impasse. Il est temps de changer radicalement de logique politique, de logique économique. Et c'est pas monsieur Lecornu qui a l'intention de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut censurer ce gouvernement, que le président de la République s'en aille et que les Françaises et les Français puissent enfin voter pour qu'on puisse choisir une autre logique politique et une autre logique économique qui se fasse au service des besoins sociaux, des besoins écologiques, au service du peuple, pas au service d'une toute petite minorité qui s'en met plein les poches sur le dos du plus grand nombre. Aujourd'hui, suite à un divorce, statistiquement, les femmes perdent 22% de leur niveau de vie, pendant que les hommes n'en perdent que 3%. On a inventé les prestations compensatoires qui permettent d'éviter cette chute brutale du niveau de vie et qui est aussi une façon de compenser des inégalités qui se sont souvent creusées en raison du genre lui-même, puisqu'on le sait, c'est dans la conjugalité les femmes qui vont le plus perdre de revenus économiques et donc vivre le coût de la conjugalité. Ces prestations compensatoires, elles donnent lieu à quelque chose de complètement aberrant. Aujourd'hui, si le conjoint décide, demande à étaler le paiement au-delà de 12 mois, c'est-à-dire bénéficie finalement d'un arrangement. S'il étale au-delà de 12 mois, alors lui ne sera pas fiscalisé, mais en plus, son épouse, son ex-épouse, elle se verra fiscalisée et devra payer des impôts sur cette prestation compensatoire qu'elle touche. Donc c'est-à-dire que non seulement elle subit l'étalement des paiements, mais en plus, elle va devoir subir une perte de revenus par le caractère imposable de ces paiements. C'est totalement scandaleux. Nous devrions, en tant que parlementaires, nous poser la question de comment les impôts réduisent les inégalités, et notamment les inégalités de genre. Ici, l'impôt augmente les inégalités. Donc il faut absolument mettre fin à cette aberration, chers collègues. Je suis défavorable pour la raison de ce que ça, finalement, romprait l'égalité de l'impôt, puisque c'est le juge qui décide si le débiteur, comme vous l'appelez, est en capacité ou non de verser un capital ou de verser une rente. Et de facto, les rentes sont considérées comme des revenus. J'entends votre point, je suis défavorable à cet amendement, tout en entendant bien qu'il y a aujourd'hui, effectivement, dans la pratique et dans la nature de ces dispositions, une forme de difficulté pour certaines femmes à considérer que quand il est difficile pour le débiteur de verser en moins de 12 mois, alors ce serait fiscalisé, alors que dans le cas contraire, ce ne l'est pas. Il s'agit du même capital, Madame la Ministre. Il n'y a pas d'un côté un capital et de l'autre une rente. Il s'agit d'une facilité de paiement qui est permise au débiteur et qui là se retourne à son insu contre la femme qui le reçoit. Donc c'est absolument injuste, inique, et je me réjouis que nous puissions y mettre fin aujourd'hui. Je crois que c'est une grande victoire pour les femmes qui subissent ce type de violence économique. Pour 183 contre 37, l'Assemblée nationale a adopté. Là, on est sur une augmentation d'impôt qui est déguisée, puisque ne pas actualiser le barème de l'impôt sur le revenu, ça s'appelle augmenter l'impôt sur le revenu sur tous les Français. Et vous connaissez notre position. Nous sommes radicalement contre le fait d'augmenter les impôts, parce que nous considérons qu'on l'a tellement fait et que si augmenter les impôts permettait de réduire le déficit, ça se saurait. Pour les Français, c'est taxes sur les médicaments, c'est taxes sur les apprentis, c'est taxes sur les micro-entrepreneurs, c'est baisse du niveau de vie des retraités, et maintenant, vous vous en prenez aux travailleurs avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Vous allez faire entrer 200 000 nouvelles personnes dans l'impôt sur le revenu, et vous allez augmenter l'impôt sur le revenu pour des milliers d'autres. C'est-à-dire que vous allez demander à des gens qui touchent 1 900, 2 000, 2 100 euros, qui se font piétiner par la hausse des prix de l'alimentation, qui se font piétiner par la hausse de l'électricité, qui se font piétiner par la hausse des assurances, par la hausse des frais de santé, qui contribuent à l'impôt le plus injuste qu'est la TVA, de participer davantage, de payer plus pour récupérer 2 milliards, c'est-à-dire 20 fois moins que ce que rapporterait la taxe Zuckman. C'est-à-dire que dans notre pays, qui est champion d'Europe des millionnaires,
qui est champion d'Europe du versement de dividendes, où les 500 fortunes ont doublé leur patrimoine depuis qu'Emmanuel Macron est en responsabilité, on préfère aller demander à ceux qui travaillent tous les jours d'aller payer plus que plutôt que ceux qui font de l'argent en dormant. Ce que j'ai à vous dire, c'est que nous avons proposé le gel du barème de l'impôt sur le revenu et de la CSG, parce que nous avons aussi proposé un gel, une année de stabilité générale sur l'ensemble des prestations, des revenus de remplacement, pour que nous arrivions, après des années de très forte inflation et des années de très forte revalorisation, à avoir une année de stabilité, de pause dans les revalorisations. Et nous proposons ce gel du barème parce que nous avons aussi proposé une forme de gel sur les prestations. Et si les prestations n'augmentent pas et que le barème n'augmente pas, eh bien la situation est donc la même. Et donc, il y a très peu de changements. Et donc, il n'y a pas de hausse massive des impôts. S'il fallait résumer les fondements économiques du macronisme, votre proposition d'imposer une année blanche fiscale pour les Français en serait un parfait exemple. Parce que alors que les contributions concernant les plus riches et les grandes entreprises sont en chute libre dans votre budget, et alors que vous vous opposez à tous nos amendements pour établir un peu d'égalité de traitement entre le français moyen et le français le plus aisé, voilà maintenant qu'en refusant d'indexer l'impôt sur le revenu sur l'inflation, vous vous apprêtez à rendre imposables des centaines de milliers de citoyens et de faire perdre en moyenne 100 € par ménage français. Regardez comme c'est paradoxal. C'est vous qui vaporisez les richesses du peuple, mais c'est nous qui sommes accusés de vouloir tout taxer. Alors il va falloir remettre les pendules bien à l'heure et rappeler que c'est bien vous qui absorbez les maigres revenus des classes populaires et des classes moyennes, et que si la situation empire, c'est simple. C'est parce que l'être humain descend du singe, mais votre gouvernement descend du vampire. Depuis 2017, vous colportez un mensonge pour l'immense majorité des Français. Il n'y a pas eu de baisse d'impôts, car sauf quand il s'agit des baisses d'impôts des plus riches, vos soi-disant baisses d'impôts ont été compensées par l'argent de la TVA, c'est-à-dire par l'argent de la consommation populaire. Cette même TVA dont vous avez dit il y a quelques heures, je vous cite, Madame la Ministre, qu'elle portait une part de progressivité, parce que les pauvres achetaient plus de produits qui ont des taux de TVA réduits. Mais enfin, vous avez catapulté votre cerveau sur une autre galaxie ou quoi? Vous croyez que les pauvres, ils achètent que des pâtes et du riz? Vous savez pas que la TVA à 20%, elle s'applique sur tous les biens et tous les services de ce pays, et que les classes modestes aussi, elles utilisent des biens et des services. La vérité, c'est que vous êtes en train d'abattre tous les impôts un peu redistributifs et que vous comptez compenser cela en fracassant la consommation populaire, en vous reposant toujours plus sur des impôts inégalitaires. Et quand c'est un impôt égalitaire comme l'impôt sur le revenu, si vous faites ce que vous faites ici, vous cherchez à le casser aussi. Alors, vous ne créez certes pas de nouveaux impôts, vous surfez sur ceux qui existent déjà et vous les alourdissez. Et en définitive, si l'injustice dans ce pays prend autant d'ampleur, c'est précisément parce que l'injustice est votre moteur, et c'est précisément parce que vous considérez qu'avec cette année blanche, la justice doit être le docteur. Je croyais à l'année blanche. Je pense qu'elle représente un effort tout à fait réel et que je mesure en tant que ministre des Comptes publics. Pour 226 contre 104. L'Assemblée nationale a adopté. Moi, chez moi, j'ai beaucoup de petits retraités, de retraités qui touchent de toutes petites retraites et qui ont énormément de mal à payer le reste à charge dans les EHPAD et dont les familles ont aussi beaucoup de mal à le payer. Il y a des millions de personnes dans ce pays pour qui se rendre dans un EHPAD n'est pas une évidence. Pour qui c'est un combat. À la fois pour les personnes concernées, mais aussi pour leurs familles. Parce qu'aujourd'hui, nos structures ne sont pas au niveau. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, on est obligé d'aller dans le privé. Parce que les prix sont exorbitants et disproportionnés. Alors, les plus riches de ce pays ont le droit à une aide. Ils ont le droit à un crédit d'impôt. L'État aide celles et ceux qui, aujourd'hui, paient suffisamment d'impôts pour pouvoir aller dans un EHPAD. Et tous les autres, ils se retrouvent abandonnés. Il y a 2 millions de personnes âgées qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a 3 retraités sur 10. 5 millions de personnes qui vivent avec des retraites en dessous de 1 000 €. Et parmi ceux-là, 49% des femmes retraitées ont des retraites inférieures à 1 000 €. Alors, puisque dans ce budget, tout le monde crie à la justice fiscale, eh bien nous proposons de transformer cette réduction d'impôt en un crédit d'impôt, pour que pas un seul retraité ne soit laissé sur le côté, et que pour que chacun ait le droit à la dignité pour la fin de sa vie. Je vous propose que nous ne créions pas ces dépenses de plus et que nous concentrions, peut-être ajustions les mécanismes existants, sans créer un crédit d'impôt supplémentaire. Pour 164 contre 153. Non, les vrais, ceux qui poussent aujourd'hui la transition écologique depuis 2017, c'est nous. Je suis désolé, une preuve de plus. Monsieur Cazeneuve est d'humeur à faire des blagues, visiblement.
Vous nous avez dit tout à l'heure, depuis 2017, nous sommes ceux qui agissent sur l'écologie. Mais qui a fait la loi du plomb? Qui a soutenu la loi du plomb? Qui a soutenu la loi simplification qui détricote le zéro artificialisation nette que vous-même aviez mis dans la loi climat et résilience? Restez sur l'amendement, s'il vous plaît, madame. C'est tout à fait sur l'amendement. C'est lié. Et donc là, bien sûr que si, c'est lié. On va parler de nos forêts françaises. Nos forêts françaises sur lesquelles la Macronie montre à nouveau qu'elle est une supercherie. Prenez le plan 1 milliard d'arbres qui a été promu par Macron lui-même. 10 milliards d'hectares replantés, dont 6 500 hectares étaient en fait des forêts tout à fait saines en zone Natura 2000, dont 1 500 hectares ont été plantés en pin, donc une forêt complètement industrielle de monoculture. Même ce plan-là, qui a été diffusé à grands coups de communication, était une supercherie. Sur ce sujet, il faudrait une planification, il faudrait une rupture. Mais l'outil qu'on a là, c'est le crédit d'impôt bois. On vous propose de l'amender pour l'améliorer, avec 2 points dans cet amendement. Déjà, le conditionner au fait que le bois soit valorisé en France, et ensuite le conditionner au fait que ces conditions d'exploitation soient compatibles avec l'agroforesterie et donc avec le dérèglement climatique et les contraintes que cela nous impose, notamment en matière de diversité des essences. Monsieur Cazeneuve, vous pouvez dire comme vous voulez que vous défendez l'écologie, ou vous autoproclamez, comme en 2017, comme avait fait Emmanuel Macron, champion de la Terre. Il y a ensuite des faits, et dans les faits, la France a été condamnée 2 fois sous Macron pour inaction climatique, 1 fois pour effondrement du vivant, et vous repoussez les échéances au fur et à mesure que vous n'atteignez pas les objectifs. Alors cet amendement vise cette fois-ci à conditionner le crédit impôt à la valorisation et à la vente du bois sur le territoire national. Je rappelle que si ça reste sur le territoire national, notamment lorsque c'est dans la construction, cela améliore le stockage de carbone, cela réduit le déficit commercial et cela garantit une politique d'emploi. Alors j'insiste dessus parce que peut-être que des collègues seraient sensibles à ça. Il s'agit de la question de la souveraineté de la France. Je rappelle que nous sommes face à un déficit commercial de 8,5 milliards d'euros par an et que nous importons aujourd'hui 4 fois plus de meubles que nous en exportons, au point que nous exportons des grumes et importons des meubles. Je rappelle qu'aujourd'hui, la France compte un peu moins de 1500 scieries, qu'il y en avait 5000 en 1980, qu'il y en avait 15 000 en 1960, et évidemment, sur les emplois, c'est la même chose, puisqu'il y avait 25 000 salariés en 1980 et qu'aujourd'hui, il en reste tout pile 10 000. Donc, c'est évidemment un enjeu de souveraineté, et donc, il faut faire en sorte de remettre avec une politique fiscale un enjeu qui est évidemment un enjeu extrêmement important et qui est bien mieux disant que celui que nous présentons, qui a un amendement encore de repli après sur l'Union européenne, car contrairement à ce que l'on croit, le sort commercial est plus désavantageux et alarmant avec l'Allemagne et l'Italie qu'avec la Chine, même s'il est évidemment extrêmement problématique aussi. Vraiment, quand je vous entends parler d'écologie, il y a une forme d'indécence pour moi. Parce que Prenez le budget que vous présentez. Dans votre budget, vous faites une coupe de 500 millions d'euros dans le fonds vert qui sert aux communes pour la transition écologique. Vous faites une coupe de 500 millions d'euros dans les aides à la rénovation thermique des logements. Vous avez divisé par 2 les aides à la rénovation thermique des logements en 2 ans. Vous avez supprimé la totalité des aides aux voitures propres. Tout ça avec des répercussions terribles sur l'industrie du bâtiment, sur l'industrie de l'automobile. Et c'est même les grands patrons industriels qui nous disent que votre politique est en train de leur faire un décrochage technologique majeur en matière de reconversion écologique. Et je finirai pour dire que c'était même le premier conseiller économique de M. Macron, M. Pisani-Ferry, qui disait qu'il fallait 34 milliards d'euros supplémentaires publics par an pour la rénovation, la transition écologique. Que faites-vous? Vous baissez ce budget écologique, c'est une honte. Vous n'êtes même plus en phase avec vos premiers soutiens de 2017 et les économistes qui ont pu, à l'époque, vous soutenir. Donc, simplement pour dire que nous ne cherchons pas du tout de compromis avec votre budget. La seule chose qui est faisable aujourd'hui, c'est une rupture avec la Macronie. Je souhaiterais informer l'Assemblée que le gouvernement modifie la demande de priorité formulée hier soir. Seront donc appelés par priorité lundi matin à 9 h, à l'issue de l'examen des amendements portant article additionnel après l'article 2, la série que nous sommes en train d'étudier,
l'article 4 et les amendements portant article additionnel à cet article. Sur la base des informations que la ministre vient de nous indiquer, parce que je crois que c'est quand même important, c'est-à-dire que vous venez de nous indiquer que l'article 3 et donc les amendements qui sont après l'article 3, et donc je le rappelle, la taxation particulière spéciale des holdings et les articles relatifs, notamment à la taxe Zuckman, on va pas faire comme si personne n'avait compris, vont être reportés à plus tard dans la semaine. Madame la ministre, juste de telle sorte à ce que chacune et chacun d'entre nous puissions nous organiser, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous fixez un peu votre deadline pour voir si vous arrivez à vous mettre d'accord avec le Parti socialiste sur la taxe Zuckman, pour qu'on puisse savoir à peu près à quel moment cette taxe va pouvoir être examinée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je pense que tout le monde a compris ce qui est en train de se passer, et pour la clarté du débat, pour la capacité de chaque groupe à s'organiser, je pense que ce serait bien de partager ces informations. Est-ce qu'il y a une date à laquelle vous dites c'est bon, on va pouvoir examiner cet article, ou est-ce que cet article peut être le dernier examiné parce que vous allez poursuivre cette négociation dans des réunions secrètes jusqu'à la fin de l'examen du budget? Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Jean-Didier Berger? Il est arrivé tout sourire sur ce plateau tout à l'heure. Mais en disant quoi? Parce que Jean-Didier Berger, je l'écoute à l'Assemblée, c'est pas le plus intéressant du groupe, mais si c'est pour le fait d'avoir un budget... C'est agréable. Non, mais on se dirige pas vers un budget conclusif. Moi, je suis membre de la Commission des Finances. En Commission des Finances, le budget a été mis en très grande minorité. Très, très forte minorité. D'ailleurs, c'est du rarement vu, donc je vois pas pourquoi... en hémicycle, on aboutirait à un résultat qui serait meilleur. Voilà. Nous l'avons dit depuis le début. Qu'est-ce qui bloque pour vous? Mais ce qui bloque, c'est que on est sur un budget, si vous voulez, qui est un peu Frankenstein, un peu avec des pièces rapportées selon des éléments de rapport de force qui font que le budget va probablement manquer de cohérence, mais pour une raison simple, c'est que l'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs, dont un, le bloc central d'ailleurs, qui est en pleine déliquescence. Je pense que monsieur Berger ne me contredira pas, en tout cas ça s'est vu en commission. Et donc le rapport de force est très compliqué, et moi je crois que le problème principal qu'on avait soulevé avant d'aborder le budget, c'était qu'on était face à un gouvernement qui ne respectait pas le résultat des urnes, et un président de la République qui ne respectait pas le résultat des urnes. Donc en fait la copie de base, le budget qu'on nous a sorti, ne correspond à aucune aspiration démocratique majoritaire dans le pays, et ça se retrouve forcément sur les élus qui sont sur ces bancs-là. Voilà. Donc on est face à un budget qui est inégalitaire, austéritaire, avec quelques victoires qu'on a obtenues récemment. Je pense d'ailleurs, mais d'ailleurs des fois ça dépasse les camps politiques, au fait que le gouvernement voulait nous imposer une année blanche, vous savez, fiscale pour les Français, ce qu'aurait fait rentrer plus de 100 000 nous Français dans l'imposition sur l'impôt sur le revenu, et la facture moyenne pour les ménages français, ça aurait été 100 euros de plus. Bon, bah là, l'Assemblée a dit non. Mais du coup, vous voyez, le budget n'a pas cette cohérence. Vous parliez c'est entre 200 et 300 000, parce que plusieurs centaines de milliers. Faut être peut-être suffisamment intéressant pour le savoir, mais c'est bien de le rappeler. Plusieurs centaines de milliers. Vous parliez d'incohérence, justement. Certains ne comprennent pas pourquoi vous avez voté comme les Républicains pour rejeter le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Je viens de vous l'expliquer. Et Jean-Didier Berger, justement, s'en réjouissait, mais n'arrivait pas non plus à l'expliquer. Ah bah si, je vais vous l'expliquer. C'est que moi, je ne suis pas d'accord, notamment quand on est face à un gouvernement qui nous a expliqué pendant des années, parce que c'est la marque du macronisme, de nous dire on va pas augmenter les impôts. Moi, je ne suis pas d'accord pour faire rentrer 200 000, 300 000, quelques centaines de milliers, de Français dans l'impôt sur le revenu, parce qu'en fait, si vous gelez l'indexation de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation, bah en fait, vous avez mécaniquement des foyers qui deviennent imposables. Donc les foyers, en plus, qui sont les plus précaires, c'est-à-dire les plus précaires ou vraiment à la toute petite entrée des classes moyennes qui deviennent imposables, et puis tous les autres deviennent aussi imposables plus parce qu'ils peuvent sauter des tranches, et le saut de tranche, quand vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu, bah ça fait mal. Donc l'OFCE a calculé en gros la perte pour les ménages français à environ 100 euros pour chaque ménage français. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Pourtant, moi, je porte des amendements de justice fiscale. Je suis pour qu'on taxe plus les ménages qui ont le plus les moyens de contribuer. Je suis pas. Justement, Olivier Faure vous accuse d'avoir fait un vote anti-riche. Non, mais le vote... pro-riche, pardon, justement. Oui, bah alors là, je crois que malheureusement le PS ne sait plus où il habite parce que pour reprocher là, c'est moi qui me suis trompé. C'était plutôt un vote pro-riche. La France insoumise d'être pro-riche. Le problème, si vous voulez, du Parti socialiste, c'est que ça se voit d'ailleurs, ils sont dans des arrangements avec le bloc majoritaire, et ils loupent des choses qui sont évidentes. Par exemple, l'indexation de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'était quelque chose qu'on demande depuis des années. Il était évident qu'on allait s'y opposer. On a voté le premier amendement qui votait sur la liste, qui était celui de M. Wauquiez.
mais qui était quasiment identique à celui de Monsieur Lecoq, France Insoumise. C'est juste que dans la liste des amendements, il venait plus tard. Bah voilà, on a voté celui de Wauquiez parce qu'on veut se débarrasser de cette mesure-là. Mais ça aurait pu être celui de Monsieur Lecoq, ça aurait pu être celui de Monsieur Berger, ça n'aurait pas changé grand-chose à la discussion. Nous, on agit pour les Français. Voilà. Et donc on n'est pas d'accord avec ça. On nous fait croire qu'on est le pays le plus taxé. La vérité, c'est que le système de taxation français, c'est un système de matraquage des classes populaires et moyennes qui se fonde essentiellement aujourd'hui sur l'impôt qui est le plus injuste du pays et qui rentre le plus d'argent dans les caisses de l'État, mais qui maintenant part à moitié de l'argent de l'État pour aller financer des exonérations de cotisations sociales, des cadeaux aux entreprises, des cadeaux aux plus grandes fortunes, qui s'appelle la TVA. La TVA, c'est plus de 200 milliards d'euros de rentrée fiscale, d'accord, cette année. Le problème, c'est qu'on ne retrouve que 100 milliards d'euros dans les caisses de l'État parce qu'il y a la moitié de l'argent de la TVA qui sert à financer les exonérations. Ça veut dire quoi? Par exemple, dans le budget, on a la suppression de la CVAE, vous savez, impôt de production sur les entreprises qui profitent aux collectivités locales. Cet impôt, on nous dit oui, baisse d'impôt. La vérité du macronisme, c'est que depuis 2017, il n'y a quasiment eu aucune baisse d'impôts, simplement des transferts. C'est-à-dire que la taxe d'habitation, la CVAE, etc., ça a été compensé à chaque fois, par l'argent de la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens payaient, par exemple, en impôt de production, ce que les boîtes... Je finis juste, j'ai fini dans 10 secondes. Ce que les boîtes payaient en impôt de production, elles ne le payent plus. Mais vu que l'argent a été compensé, maintenant, c'est les Français qui achètent leur pack de lait ou leur paire de baskets qui compensent la suppression de cet impôt. Vous voyez à quel point, en fait, notre système fiscal, il devient de plus en plus injuste vis-à-vis des classes populaires qui payent peut-être pas l'impôt sur le revenu, mais qui payent la TVA, et des classes moyennes qui, elles, payent effectivement l'impôt sur le revenu pour certaines, la TVA et d'autres impôts complémentaires. Et c'est ça l'injustice fondamentale, pendant qu'il y a une poignée de milliardaires qui, elle, n'est pas imposée. Je crois que beaucoup de députés, en tout cas les députés notamment du Parti Socialiste, qui ont refusé de censurer sous prétexte qu'il y aurait eu une suspension de la réforme des retraites, n'ont pas compris, ou alors ne veulent pas comprendre, que le macronisme n'est pas une formation politique, n'est pas un état d'esprit qui tolère la notion de compromis. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez listé le scénario selon lequel ça allait être super dur pour la suspension de la réforme des retraites de passer. Mais quand vous lisez de toute façon la lettre de cadrage du Premier ministre s'agissant de la suspension de la réforme des retraites, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit d'une, que le coût de la suspension va être compensé, et il va être compensé par qui? Par les assureurs, qui vont faire quoi? Qui vont répercuter leur prix sur les assurés, et par l'ensemble des retraités, c'est-à-dire pour une poignée de personnes nées en 64, l'ensemble des retraités va voir ses pensions de retraite diminuer. Donc, moi, je crois que le Parti Socialiste, malheureusement, n'a pas compris que... Ah, c'est... Il vous appelle peut-être, je sais pas. Mais je crois que le Parti Socialiste... Ça aussi la fin de la partie. Vous êtes un peu mauvais joueur dans cette affaire, parce que quand même, le Parti Socialiste obtient quand même quelque chose pour lequel vous devriez... Voilà ce qu'il obtient. Alors, attendez. La suspension... Non. Voilà ce qu'il obtient. Je me fais l'avocat du diable, parce que moi, je suis plutôt contre cette affaire-là, mais la suspension de la réforme des retraites, c'est quand même un joli gain pour le Parti Socialiste si ça arrive au bout. Voilà. Vous devriez plutôt être d'accord avec eux. Alors après que vous soyez contre... Je suis désolée, il faudra continuer ce débat un peu plus tard. Monsieur Jeudi, vous l'avez dit vous-même, elle n'est pas suspendue aujourd'hui, la réforme des retraites, et c'est pas sûr qu'elle le soit. Et si elle l'est, c'est l'ensemble des retraités français qui vont devoir assumer la facture.